Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Je dois vous dire que quand Dominique m'a demandé de parler de l'interdisciplinarité en chirurgie, je n'ai pas été très enthousiaste initialement. Je me suis demandé un petit peu ce que j'allais pouvoir vous raconter. En fait, quand on y réfléchit un tout petit peu plus, cette notion d'interdisciplinarité, elle est au fond indissociable de notre activité de chirurgien. Pourquoi? Parce que dans l'activité chirurgicale, il y a deux grands pôles. Il y a ce qui est vraiment le cœur de métier, c'est-à-dire l'acte opératoire et tout ce qui va autour, mais il y a aussi la recherche, et si vous regardez l'histoire de la chirurgie, vous vous apercevez que très nombreux sont les chirurgiens qui, à un moment ou à un autre, se sont impliqués dans la recherche, que ce soit la recherche de techniques opératoires qui ont été mises au point au cours des années, ou que ce soit peut-être plus récemment des applications un petit peu plus fondamentales. Et donc, vous voyez, les deux finissent par fusionner, et c'est pas du tout l'apanage et l'exclusivité, Dieu merci d'ailleurs, des hospitalo-universitaires. Et je le répète, les exemples sont nombreux, je vais simplement vous en montrer un parce que il est parfois méconnu. C'est Yamanaka qui a eu le prix Nobel en 2012. Yamanaka a eu le prix Nobel pour une recherche qui paraîtrait fondamentale, qui est la découverte de ce qu'on appelle les cellules souches induites à la pluripotence, c'est-à-dire des cellules adultes qu'on peut reprogrammer pour en faire des cellules identiques aux cellules souches embryonnaires. Yamanaka est orthopédiste, ce qu'on oublie en général de dire. Donc c'est sans doute un des exemples les plus symboliques, en tout cas au cours des dernières années, qui montre à quel point, alors il a depuis cessé son activité clinique, mais enfin au départ, c'est un chirurgien orthopédiste. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut d'interdisciplinarité? Premièrement, parce que c'est absolument essentiel de se rendre compte à un moment donné qu'au bien entendu on n'a pas toutes les compétences et qu'il faut aller chercher ailleurs les expertises dont on a besoin. Et vous allez voir d'ailleurs que c'est vrai dans les deux sens. C'est-à-dire le clinicien qui a un projet en tête, qui se rend bien compte qu'il n'a pas, je le répète, l'expertise et qui va aller la chercher ailleurs, mais aussi le non-clinicien qui a une technique dont il se dit peut-être qu'elle pourrait faire l'objet d'une application médicale, et à ce moment-là, il faut que nous, on soit réceptifs à ces gens qui peuvent parfois nous solliciter, et je vais vous en donner un exemple. Alors, premièrement, l'approche qui consiste pour le chirurgien, le clinicien, à aller vers les autres. Vous avez ici un exemple qui est très symbolique. Il y a une cinquantaine d'années de ça, un peu plus. Vous avez un chirurgien cardiaque. Alors, pardonnez-moi, il y aura des allusions à ma discipline, qui est la chirurgie cardiaque, mais je me suis quand même efforcé d'aller au-delà. Albert Starr, donc, qui aurait pu rester dans son silo, qui était en gros de traiter le rétrécissement mitral, et qui se disait il faut qu'on arrive à mettre au point une valve artificielle qui n'avait pas la moindre idée de la façon de s'y prendre. D'un autre côté, vous aviez un ingénieur à la retraite de l'aéronautique qui avait passé sa vie à mettre au point des pompes hydrauliques qui équipaient la plupart des avions militaires américains au cours de la Seconde Guerre mondiale. Bon. Et donc chacun aurait pu rester dans son silo. Sauf qu'un jour, Starr a eu cette démarche proactive de se dire, après un certain nombre d'échecs, je n'y arriverai pas, je ne sais pas comment faire, donc il faut que j'aille chercher des compétences totalement étrangères à ma discipline et qui peuvent m'aider. C'est comme ça qu'est venue la valve de Starr, parce que Edwards, lui, il avait des idées, naturellement, sur l'hydrodynamique, la mécanique des fluides, etc. Et pour la petite histoire, cette valve, on a encore, de loin en loin, même si elle n'est plus fabriquée aujourd'hui, on a encore de loin en loin des patients qui, depuis plus de 30 ans, ont une valve de Starr et se portent très bien. Cette valve, elle a été mise au point, à l'époque bénie où les agences n'existaient pas, dans le garage de Starr, là où, à côté de sa voiture. Alors, il y a aussi une approche inverse, comme je vous disais, il ne faut pas la négliger, qui est celle du non-clinicien qui a le pressentiment que ce qu'il a trouvé peut-être pourrait avoir une application chirurgicale. Quelle est la relation entre l'amélioration de la préservation des greffons rénaux, vous voyez que là j'ai fait l'effort de sortir de ma discipline, et cette horrible bestiole qui est un ver
il vit dans la vase sur les côtes bretonnes. Ça paraît quand même bizarre de mettre les deux. Dominique peut-être connaît l'histoire. La relation, c'est que dans les années 95-96, un scientifique pur, qui s'appelle Frank Zal, fait sa thèse à Morlaix, et sa thèse, dans un laboratoire d'océanographie marine, consiste à essayer de comprendre pourquoi cette horrible bestiole qui s'appelle Arenicola marina arrive à survivre quand la marée se retire. Bon, sujet de thèse, très bien. Alors il étudie la bestiole en question, qui a une seule artère, qui est une artère dorsale, et dans cette artère dorsale, en regardant de plus près le système vasculaire, il va isoler une hémoglobine extracellulaire qui a une capacité de fixation d'oxygène 36 fois supérieure à l'hémoglobine humaine, qui est extracellulaire et qui se révèle être non antigénique. Et là, il a le déclic en se disant, c'est pas possible que ce truc-là ne puisse pas avoir des applications médicales. Donc là, pour anticiper, sans vouloir aller trop loin sur ce que Dominique disait concernant les entreprises, il quitte le CNRS, il fonde une boîte, il achète des fermes arénicoles, il fait pousser des milliards de vers, il établit un partenariat avec le LFB qui permet donc d'isoler cette hémoglobine extracellulaire, comme vous voyez ici, et ça devient aujourd'hui un essai clinique pour tester donc l'apport de ce produit qui s'appelle Hémodelife comme additif aux solutions de préservation rénale, parce qu'il a été voir des chirurgiens, et que certains chirurgiens d'ailleurs, avant même qu'il aille les voir, ont entendu son propos et ont immédiatement rebondi en disant il y a quelque chose là qu'il faut utiliser. Vous avez donc des expertises totalement différentes qui ont réussi à se combiner en vue d'un projet clinique. Autre exemple où chacun fait un pas vers l'autre, ça fait des années que les gens qui s'intéressent à la biologie du développement sont fascinés par un autre animal, dont vous avez sans doute entendu parler, qui s'appelle le poisson zèbre. Le poisson zèbre, il a quelque chose de très particulier, vous l'amputez du tiers de son ventricule gauche. Numéro 1, il ne meurt pas. Pour essayer de faire ça à l'homme, dire par expérience, il n'est pas très loin. 1, il ne meurt pas, et 2, il régénère. Et donc, tout le monde se pose la question de savoir pourquoi et comment peut-il régénérer, et surtout les mécanismes qui permettent la régénération sont-ils applicables aux mammifères qui manifestement ont perdu ces capacités de régénération. Et c'est là que vous voyez s'emboîter toute une série de disciplines qui définit, Dominique, l'interdisciplinarité, c'est-à-dire que de la biologie du développement, on va passer à la bioinformatique pour disséquer complètement le génome de cet animal et essayer de comprendre quelles sont les voies de signalisation en jeu lors de la régénération. Et puis de la bioinformatique, on va passer à la biologie cellulaire pour se rendre compte que parmi toutes les molécules impliquées, il y en a une qui s'appelle la tymosine B4, et vous voyez à droite que quand vous regardez ce qui se passe après une amputation chez le poisson zèbre, vous avez beaucoup moins d'inflammation quand la tymosine B4 est présente par rapport à des animaux transgéniques chez lesquels cette tymosine B4 fait défaut. Donc là, vous pouvez vous dire, mais où est-ce qu'il nous emmène? Je vous emmène là, c'est-à-dire à l'utilisation de la tymosine B4 en ophtalmologie, essai clinique, donc qui démarre, et qui a pour objet de faciliter, entre guillemets, la régénération de lésions oculaires. Je n'irai pas trop loin dans la spécialité ophtalmologique, mais vous voyez donc la multiplicité des disciplines qui ont été impliquées, et aussi l'ouverture des ophtalmos qui ont compris aussi à un moment donné qu'il fallait aller regarder de plus près ce qui se passait chez le poisson zèbre et qui ont naturellement tiré profit des études expérimentales. Là, je vous ai parlé de ce qui est relativement classique, c'est-à-dire le chirurgien et l'ingénieur, le chirurgien et le scientifique. Je voudrais, parce que ça me passionne depuis des années, vous dire un tout petit mot d'un autre type d'interdisciplinarité dont notre spécialité a beaucoup profité et continue à profiter. Ce ne sont plus des ingénieurs, ce ne sont plus des scientifiques, ce sont les pilotes. Ce sont les pilotes.
Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les uns et les autres, ça, notre génération n'y a pas eu droit, vous y avez droit, pourquoi vous faites de la simulation? Tout simplement parce qu'on a implémenté en chirurgie les simulateurs que nos collègues de l'aéronautique utilisent depuis des années. Et je vous assure, pour avoir regardé ça d'un petit peu près, que nous avons énormément à apprendre en matière de sécurité et de gestion des facteurs humains de ce qui se fait en aéronautique. D'ailleurs, les premiers pilotes qui ont pris leur retraite et qui sont devenus consultants ont été sollicités d'abord par les radiothérapeutes et ensuite par les chirurgiens. Donc il y a les simulateurs, il y a la checklist. Finalement, tous les matins au blog, on fait la checklist, on n'y pense pas. Mais la checklist, d'où vient-elle? Elle vient de l'aéronautique. C'est aussi un exemple d'interdisciplinarité. Et on peut aller plus loin, c'est-à-dire essayer de comprendre les mécanismes des crashs aériens et en tirer des conséquences sur les crashs chirurgicaux. Parce qu'il y a une grande similitude entre les deux. Et la similitude, comme vous le voyez ici, c'est que c'est tout à fait exceptionnel que le crash aérien soit dû à un seul facteur. Et nous savons d'expérience que c'est aussi assez rare que le crash chirurgical soit dû à une cause unique. C'est malheureusement dû à l'enchaînement de causes multiples qui font qu'à un moment donné, la catastrophe survient. Donc, comme je disais, il y a beaucoup à apprendre, et notamment dans un domaine qui est celui de la communication. La communication, c'est très important. Vous voyez que la communication dans le cockpit, elle est quand même plus développée que ne l'est malheureusement parfois la communication entre nous, les chirurgiens, et nos collègues anesthésistes ou perfusionnistes quand on fait de la chirurgie cardiaque. Et c'est très important, cet élément de communication. Vous avez deux, si je peux me permettre cette anecdote, vous avez deux exemples opposés où la communication tue et où la communication sauve en aéronautique. Le drame de Sharm el-Sheikh, où l'avion au décollage plonge, on a les enregistrements, c'est tout à fait clair, le pilote et le copilote se disputent. Bon, chacun veut faire quelque chose, l'autre veut faire l'inverse, et l'avion plonge. Et puis vous avez l'exemple inverse qui se trouve faire l'objet d'un film récent, qui est l'amérissage du commandant Sullenberger. Et quand vous discutez avec les pilotes d'Air France, puisque moi je vous dis que je suis beaucoup intéressé à ça, on a fait venir des pilotes en salle d'ordre pour voir comment on pouvait améliorer la CEC, etc. Ils vous disent ce qui est formidable, c'est pas tellement qu'il est améri, parce que ça on nous apprend comment il faut amérer, quand même le faire. Bon. Ce qui est formidable, c'est non seulement la rapidité de décision, mais c'est qu'alors que c'était le copilote qui était aux commandes, quand le commandant a dit je reprends les commandes, en une fraction de seconde, l'autre lui a passé les commandes. Il y a eu une coordination absolument parfaite entre les deux. Donc ça, ce sont des choses aussi qu'on peut apprendre. Alors ensuite, il y a des techniques aussi dont on ignore même l'existence. C'est normal, il ne faut pas savoir. Il y a des techniques dont on ignore l'existence, mais qu'on peut véritablement implémenter dans notre pratique. Et je vais vous en donner un exemple. Alors vous voyez ici un papier récent qui a beaucoup fait parler de lui, qui est la mise au point d'un poisson-raie robotisé. Ça, c'est un laboratoire du MIT, à Boston, qui a comme finalité lointaine, et je crois franchement qu'elle est très lointaine, un cœur artificiel totalement robotisé, mais qui a donc mis au point cette espèce d'animal bizarre, où vous avez donc le squelette en or, et vous allez comprendre pourquoi ce squelette est important, parce qu'il joue un rôle de ressort. Il y a donc du silicone recouvert d'une protéine qui est la fibronectine, sur laquelle ils ont mis des cellules cardiaques de rat. Sauf que les cellules en question sont transcriptées par un gène sensible à la lumière. D'accord? Sensible à la lumière. Donc vous voyez déjà l'interaction des différentes disciplines qui sont impliquées. Donc là encore, vous pouvez vous poser la question de savoir quel est le rapport avec ce qui est notre activité quotidienne. Voilà à quoi ressemble cette bestiole qui est donc totalement robotisée. Et je vous le rappelle, les cellules en question sont transfectées par un gène qui est sensible à la lumière. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on dirige un faisceau lumineux vers l'animal en question? Eh bien, il avance. Pourquoi il avance? Parce que les cellules cardiaques, naturellement répondant à la lumière, se contractent, que le squelette en or joue un rôle de ressort et permet le relâchement,
et que quand on a deux pinceaux lumineux, il suffit de les orienter d'une façon un petit peu différente pour que l'animal tourne soit à droite, soit à gauche, et même autour des obstacles. Alors là, vous pouvez dire, mais il est complètement malade, quel est l'intérêt de ce truc-là? L'intérêt de ce truc-là, c'est que ce concept d'avoir des cellules qui sont transfectées par un gène sensible à la lumière, eh ben, ça débouche actuellement sur un essai clinique chez les aveugles. C'est-à-dire une injection intravitrée de cellules ganglionnaires rétiniennes transfectées par un gène sensible à la lumière. Et vous voyez, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ces lunettes particulières qui vont permettre l'émission d'un faisceau lumineux à une longueur d'onde donnée, pour que cette longueur d'onde corresponde exactement au gène qui a été transfecté, sans abîmer les cellules rétiniennes autour, avec donc stimulation de ces cellules transfectées et transmission du signal au cortex pour, on l'espère en tout cas, récupérer un petit peu de vision. Donc vous voyez comment, en allant vraiment très loin des frontières d'une discipline, on peut, en piochant sur des découvertes extrêmement fondamentales, arriver à ce type d'application clinique. Et un autre domaine, bien entendu, que vous connaissez bien maintenant et de mieux en mieux, qui est l'impression 3D. L'impression 3D, moi je suis un peu sceptique sur le fait qu'on puisse reconstituer la totalité d'un organe. En tout cas, le nôtre, le cœur, ça m'étonnerait. Mais des portions d'organes, certainement. Et vous voyez que l'imprimerie 3D, c'est quelque chose qui nécessairement, et c'est sans doute un des exemples les plus illustratifs, met en jeu des disciplines extrêmement différentes, avec pour chacune d'entre elles une finalité bien particulière, que ce soit de la biologie cellulaire, les biomatériaux, l'ingénierie, et puis à partir de là, eh ben, l'imagerie et la chirurgie. L'imagerie et la chirurgie, vous voyez ici une première reconstitution de l'oreille, fondée sur les reconstitutions tridimensionnelles et ensuite en impression 3D. Alors on sait que l'impression 3D c'est quand même compliqué, en particulier il y a des problèmes d'effet d'échelle, etc. Enfin, c'est un très bel exemple aussi de la nécessité absolue de l'interdisciplinarité. Enfin, et c'est important, l'interdisciplinarité d'un point de vue, alors là, purement pratique, ça permet aussi de constituer des masses critiques. Et vous allez tous être amenés à déposer des projets de recherche pour avoir des financements. Et je vous rassure, la France est un pays formidable où on trouve des financements et où il y a beaucoup d'argent pour la recherche quand on sait rédiger correctement un projet et que le projet tient la route. Mais aussi bien au niveau français qu'au niveau européen, si vous déposez des projets européens, l'un des prérequis, c'est vraiment d'avoir un consortium pluridisciplinaire. Pas faire ça seul. Bon, je vous donne un exemple tiré de notre expérience. On travaille entre autres sur un tube pour remplacer la voie d'éjection du ventricule droit chez des enfants qui ont une cardiopathie congénitale. Là, vous voyez les différents partenaires qui peuvent être impliqués dans un projet de ce type. Et c'est grâce justement à l'interdisciplinarité qu'il a été possible d'obtenir les financements. Alors il y a une autre conséquence amusante d'ailleurs en termes de recherche de cette interdisciplinarité, c'est que il y a des gens qui sont amusés à regarder les citations des papiers selon qu'ils émanaient d'une seule discipline ou de plusieurs disciplines. Et ce que vous voyez ici, c'est que plus vous avez un consortium pluridisciplinaire dans la publication, plus la moyenne de citations du papier va augmenter. Donc c'est aussi une façon de valoriser un travail sous forme de publication que d'avoir plusieurs partenaires qui sont signataires. Et ils sont même allés plus loin. Alors cette diapo peut paraître un petit peu compliquée, mais je vous ai encadré le win-win. Qu'est-ce que ça veut dire le win-win? Ça veut dire que si vous prenez la moyenne de citations de papier où il y a deux disciplines complètement différentes qui ont co-signé, eh bien cette moyenne est supérieure à la moyenne des citations pour chacune des disciplines prises séparément. Donc c'est aussi une façon de valoriser son travail que de collaborer avec des disciplines complètement différentes. Et vous voyez, c'est win-win inter. Inter, ça veut dire des disciplines complètement différentes. Intra, c'est-à-dire au sein de la même discipline, ça marche aussi, mais c'est un petit peu moins efficace en termes de valorisation. Enfin, je voudrais terminer en vous disant qu'au-delà des scientifiques et des ingénieurs qui sont un petit peu les partenaires naturels, le clinicien quand on s'intéresse à tel ou tel type de recherche, il y a trois types d'interlocuteurs qu'il ne faut pas négliger. D'abord, il y a les chirurgiens. C'est-à-dire qu'il faut absolument, et ça c'est de plus en plus difficile, parce que non seulement on est spécialisé, mais que dans nos disciplines, on est hyper spécialisé.
La chirurgie cardiaque, c'est vraiment la clarinette à deux trous, hein. Montage valve et valve frontage. Bon, non, c'est vrai, c'est quand même ça aujourd'hui qu'on fait, nous. Hein. On ne fait plus les enfants. Alors bon, il reste des transplantations, enfin, on en fait 12 par an, c'est terminé. Donc, c'est très difficile. Et pourtant, c'est essentiel de regarder ce que font les collègues d'à côté. Parce que les collègues d'à côté, ils ont souvent des réponses à des questions qu'on se pose et que eux, ils ont trouvées il y a 15 ans. Alors, je vais vous donner un exemple. En 2005, c'est pas hier, une équipe anglaise, dirigée par Molly Stevens, qui est une spécialiste des biomatériaux, développe ce concept du corps, tissu humain, comme bioréacteur, pour faciliter une prise de greffe, notamment, en l'occurrence, une transplantation cellulaire. Le concept est repris assez rapidement par des orthopédistes. Et vous voyez en fait ici l'idée. L'idée, c'est de suturer une membrane, il se trouve que là c'est du collagène, autour d'un défaut ostéochondral, et dans la poche qui est ainsi créée entre cette membrane de collagène et la corticale de l'os, d'aller injecter des chondrocytes pour faciliter la régénération du cartilage. La question n'est pas de savoir si ça marche ou si ça ne marche pas, mais vous voyez le concept. Donc cette notion de créer une poche et d'utiliser, en l'occurrence la corticale, comme le bioréacteur permettant aux chondrocytes de mieux survivre et de se développer. Quand on a commencé l'étude clinique sur les greffes de cellules souches cardiaques d'origine embryonnaire chez l'homme, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis les cellules dans un patch, enfin, c'est pas dernier d'ailleurs, dans un patch en fibrine, et j'utilise le péricarde du patient pour créer exactement de la même façon une poche. Vous voyez ici le patch en fibrine dans lequel se trouvent les cellules cardiaques, et vous avez ici le lambeau de péricarde qui va ensuite être rabattu au-dessus du patch. Pourquoi? Parce que dans le péricarde, vous avez plein de facteurs de croissance et que c'est une façon, on espère du moins, d'apporter un peu de trophicité au greffon cellulaire cellularisé sous-jacent. C'est exactement le même concept. Et ce qui est intéressant, c'est que quelques mois après qu'on a rapporté le premier patient, vous avez des Américains qui, eux, s'intéressent à la transplantation d'îlots de Langerhans dans le diabète. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils prennent les îlots de Langerhans, ils les mettent, comme par hasard aussi, dans un gel de fibrine, et ils enveloppent le tout autour de l'épiplon. Enfin, ils enveloppent l'épiplon autour de leur tissu composite. Donc, vous voyez que trois disciplines complètement différentes et le même concept. Il faut absolument, alors c'est pas simple, hein, c'est même très compliqué, parce que la masse d'informations est énorme, mais il faut quand même absolument regarder ce que font les collègues à côté. 2, les régulateurs. Alors là encore, on est des chirurgiens. Donc ce qui nous intéresse, c'est quand même, au bout du compte, de passer à l'autre. Ce n'est pas toujours un dialogue facile avec les scientifiques, parce que les scientifiques, eux, finalement, ils ont une espèce de l'absolu, du purisme, et puis les scientifiques, les chercheurs, ils sont là pour chercher. S'ils trouvent, ils n'ont plus de boulot. Donc, c'est pas toujours facile d'arriver à ces compromis, mais moi, si je peux me permettre de vous donner un conseil, c'est le suivant. Si vous avez un projet de recherche, quel qu'il soit, que vous souhaitez mener, la première personne à aller voir, c'est quelqu'un de l'agence de régulation. La première personne, avant le scientifique. Je schématise un peu exprès, avec une question très simple. À quoi j'ai droit? À quoi j'ai pas droit? Parce que sinon, vous pouvez travailler pendant 15 ans, dépenser des millions, mobiliser des fonds autour de vous, et in fine, vous trouvez devant une agence qui vous dira c'est formidable ce que vous avez fait, vous avez des papiers magnifiques, c'est totalement impossible d'utiliser votre prix de chez l'homme, et il faut recommencer à zéro. Donc ça, c'est vraiment une notion essentielle, parce que c'est comme les impôts, c'est-à-dire que c'est pas marrant, mais il faut le passer. Hein. Voilà. Donc si vous voulez un jour utiliser un produit, une technique, alors les techniques, bon, c'est un petit peu plus flou, mais un produit ou un dispositif médical, il faudra passer par le filtre de l'agence de régulation. Donc il vaut mieux savoir dès le départ ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Donc vous voyez un petit peu ici les questions qui peuvent être posées, et à partir du moment où vous avez les réponses aux questions, vous façonnez votre programme en fonction de.
Ce qui fait qu'au bout du compte, ils trouveront toujours quelque chose à dire. Enfin, si le schéma de développement a été strictement conforme à celui qu'ils ont conseillé au départ, il leur est quand même un peu difficile de se déjouer. D'accord ? Donc, dans l'interdisciplinarité, j'inclus les régulateurs. C'est peut-être pas classique, mais c'est essentiel. Et vous voyez, je vous ai illustré ici un petit peu, par exemple, ce que nous, on a eu à faire en matière de thérapie cellulaire, c'est d'ailleurs pas spécifique pour la thérapie cellulaire cardiaque, on pourrait faire exactement la même chose pour la thérapie génique. C'est bon d'avoir dès le départ le cahier des charges, et ensuite de s'adapter. Alors je vous dis, c'est pas toujours simple avec les scientifiques, hein. Ils disent, ah ouais, mais c'est pas terrible, oui, il faut des compromis, on n'est pas là pour soigner uniquement les rats. Donc, Et puis il y a les industriels. Dans l'interdisciplinarité, il y a l'industriel. Parce que là encore, c'est très joli, mais le but, c'est pas non plus de soigner 3 patients. Le but, c'est quand même d'essayer de diffuser une technique à ceux qui peuvent en avoir besoin. Et là, je vous montre par exemple la différence en termes de revenus. Voilà, il faut appeler un chat un chat. J'ai aucun lien d'intérêt en plus, donc je suis très tranquille de raconter tout ça. Mais les revenus, selon que, toujours en matière de thérapie cellulaire, vous utilisez des cellules autologues chez le patient ou des cellules allogéniques. Il n'y a pas photo. Si vous avez naturellement une maladie orpheline avec 10 familles en Europe, vous pouvez vous amuser à faire de l'autologue. Ça, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez traiter le diabète, l'insuffisance cardiaque ou le Parkinson, oubliez l'autologue. C'est un modèle qui, sur le plan économique, n'a pas l'once d'un début de viabilité. Et d'ailleurs, tous les industriels ont bien compris, puisqu'ils sont en train tous de se recentrer sur l'allogénie, c'est-à-dire des banques de cellules qui sont qualifiées une fois pour toutes, parce que sinon, c'est trop compliqué sur le plan logistique et c'est beaucoup trop cher sur le plan économique. Et je vais terminer, j'ai hésité à vous montrer ces diapos, puis alors je me sens encouragé par ce qu'a dit Dominique. Je vais terminer par vous montrer un petit peu pourquoi c'est important, dès le départ, dans l'interdisciplinarité, de ne pas simplement inclure des scientifiques, des ingénieurs, hein, mais aussi des régulateurs et des industriels. Au fond, si vous travaillez sur un produit, moi j'ai vu rapidement le programme, j'ai vous parler de micro-RNA, on va parler de biomarqueurs, etc. In fine, c'est un industriel qui va porter le produit. Ce n'est pas notre boulot. Notre boulot, c'est de faire de la recherche et du développement, d'apporter le concept, éventuellement déposer le modèle, mais après, la production de masse, ce n'est pas nous. Ce n'est pas notre travail. Nous, on est là pour opérer les malades. Donc, c'est l'industriel. L'industriel, il n'a qu'une idée. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais c'est comme ça, c'est gagner de l'argent. Comme ça, voilà, c'est son métier, il est là pour gagner de l'argent. S'il veut gagner de l'argent, il faut qu'il soit remboursé. Là aussi, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Pour être remboursé, il faut que les agences réglementaires aient enregistré le produit. Et pour enregistrer le produit, il faut avoir démontré une balance risque-bénéfice qui soit orientée du bon côté. Voilà. Et c'est de plus en plus difficile, c'est comme ça. Ça suppose des études précliniques, d'accord, qui doivent être menées aujourd'hui comme le sont des essais cliniques. Donc ces essais précliniques vont déboucher sur des essais cliniques qui sont très chers, très très chers. Donc il faut les financer, et on en arrive à la notion que ça n'est valable que si, et c'est pour ça que ce sont des notions qu'il faut discuter dès le départ, ça n'est valable que si on a des coûts de production qui sont acceptables. Si vous avez un dispositif médical qui est tellement compliqué que ça va coûter des milliers d'euros pour un seul prototype, ça ne marchera jamais. Parce que les coûts de production seront tels qu'ils seront obligés de facturer, on le voit d'ailleurs avec les nouveaux médicaments, du cancer ou du mélanome, ils seront obligés de facturer des prix tels qu'à un moment donné, ça bloquera. Donc, cette notion de coût de production, de coût de fabrication, il faut l'avoir présente au départ, et c'est la raison pour laquelle je vous dis, au-delà des scientifiques et des ingénieurs, il est très important, quand on fait de la recherche chirurgicale, qu'on vise des applications cliniques, de discuter dès le départ, et c'est pas vendre son âme au diable, hein, de discuter dès le départ, bien sûr avec les régulateurs, et également avec les industriels concernés, et d'intégrer leurs contraintes dans le plan de développement du produit. Et j'en aurais terminé avec cette citation. Je trouve résume assez bien le sujet, en espérant vous avoir convaincu que quand on veut faire de la recherche, il faut naturellement décloisonner les disciplines, s'ouvrir et être vraiment très très curieux, y compris pour des choses qui peuvent, dans un premier temps, ne rien avoir à voir
bien entendu avec sa discipline, mais je vous ai montré quelques exemples qui illustrent le fait qu'on peut partir de très loin et arriver à des applications cliniques insoupçonnées au départ. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Tu as vraiment complètement répondu à la question et même dépassé mes espérances. C'est vraiment, je trouve ça tout à fait passionnant ce que tu as dit et je crois que c'est important pour vous. Alors, on a un petit peu de temps pour des questions. Donc, sentez-vous libre de poser toutes les questions que vous souhaitez. Ouais. Hubert, merci beaucoup pour cette présentation. Merci beaucoup pour cette conférence parce que c'est très très important en effet d'insister sur l'interdisciplinarité. Moi j'ai la chance de travailler à l'université Paris-Saclay finalement où il y a énormément d'interdisciplinarité et je travaille avec des mathématiciens, je travaille avec des ingénieurs, je travaille exactement ce que vous avez montré, donc ça existe, ça marche, ça fonctionne. Et puis en effet, il y a énormément de moyens, en particulier à Paris, pour faire de l'innovation. Je crois que la ville de Paris est vraiment un endroit où c'est le plus facile d'innover. Il y a 2 jours les grands prix d'innovation de la ville de Paris. On a vu des trucs fantastiques. On se rappelait que par exemple l'école normale supérieure, on a une chance sur 400 de sortir prix Nobel quand on est à l'école normale supérieure. Vraiment, on est à Paris dans un lieu extraordinaire pour innover. Alors j'ai été frappé par une chose, c'est que quand vous parlez de régulateurs, est-ce qu'il ne faut pas parler aussi d'économistes de la santé? Est-ce que pour vous, le régulateur et l'économiste de la santé, c'est la même chose? Parce que est-ce qu'il faut commencer par aller voir les économistes de la santé pour justement les faire réfléchir sur un coût efficacité, un coût bénéfice pour un device ou une idée, et ensuite aller voir le régulateur avec des biscuits? Je ne saurais pas répondre, mais avant juste un commentaire sur la première partie, c'est-à-dire cette notion d'interdisciplinarité, de richesse de la ville de Paris. Il y a une chose aussi dont il faut être conscient et qui est très agréable, c'est que, et je pense que vous partagez cette expérience, c'est-à-dire que quand on va voir des non-médecins, des non-chirurgiens qui développent ces technologies, qui font de la modélisation mathématique, etc., ils sont en général heureux de travailler avec nous. Ils sont heureux, parce que beaucoup d'entre eux trouvent là une finalité quand même concrète à des recherches qui, au départ, peuvent paraître quand même très très abstraites et intellectuelles. Donc, en général, l'accueil qu'on a est un accueil plus que favorable, plus que chaleureux. Alors après, l'économiste de la santé, moi je crois quand même qu'il faut commencer par le régulateur, et pour moi l'économiste de la santé, il n'est pas très différent de l'industriel, parce que l'industriel, lui, il a cette connaissance, il sait un petit peu quel doit être l'investissement raisonnable pour qu'à terme il ait un produit qui soit potentiellement remboursable. Donc j'avoue que moi je n'ai pas d'expérience de contact direct avec les économistes de la santé. Je crois que dans un premier temps, le régulateur c'est vraiment important parce que c'est à partir des contraintes de régulation, qui sont un peu compliquées parce qu'il y a des contraintes françaises et des contraintes européennes. On ne va peut-être pas rentrer trop dans les détails. Je pense que c'est tout de même vraiment un interlocuteur numéro 1 parce que c'est à partir de là que va vraiment se façonner le projet de développement. Merci beaucoup. Merci M. Blanchet pour cette présentation. Je voulais juste rajouter la notion de risk management que nous, industriels, chercheurs aussi, intégrons dans les plans de développement. Donc il y a des personnes dédiées à cette étude, donc ce sont des plans de ce qu'on appelle le risk management, c'est-à-dire prévoir en amont l'évolution d'un plan de développement, ses risques, des risques liés au plan de recherche lui-même, des risques liés à la régulation, comme vous le dites, et à la réglementation de l'étude en question, par exemple, qu'elle soit préclinique ou clinique, et les risques financiers ou de remboursement, etc. Et c'est vrai que nous, industriels, je trouve qu'il manque peut-être cette interconnexion avec le chercheur lui-même ou le prescripteur futur ou le professionnel de santé en règle générale pour l'intégrer dans les plans de risque management. Ils y sont, mais peut-être pas de manière formelle, ce sont des groupes d'experts, etc. En tout cas, la notion de risk management et le plan de risk management est très important à considérer dans les plans de développement. Oui,
Cela dit, maintenant, dans les demandes, par exemple, auprès de l'ANR, il vous demande bien d'analyser les causes possibles d'échec et la manière dont vous allez les médier, ce qui est déjà une façon d'essayer d'anticiper un petit peu sur les difficultés et de réfléchir à des solutions B, à des plans B, si jamais le plan A ne marche pas. Une petite remarque, peut-être que tu n'as pas cité, et j'ai appris ça à l'occasion du concours iGEM, c'est le concours d'ingénierie génétique qui est organisé, le concours mondial organisé par le MIT, avec des équipes de jeunes qui travaillent dessus. Et l'apport des gens qui font du design ou des artistes est extrêmement important parce qu'ils ont une idée conceptuelle complètement différente des scientifiques et il faut faire des progrès dans les projets qui sont assez extraordinaires. C'est une nouvelle version de l'interdisciplinarité qui est importante. Et on voit des communes comme Paris Sciences Tech, par exemple, qui ont beaucoup d'écoles d'art ou de design dans son sein, et c'est très important pour l'évolution de la science. Bonjour, je suis Émilie Henry, neurochirurgienne au CHU de Caen, chez les services, et je coordonne un master 2. Merci pour votre intervention, je suis entièrement d'accord avec tous les points. J'aimerais insister d'abord sur le fait que la province est également siège d'innovation. Je ne dis pas des Parisiens. Nous aussi, on décroche de très gros PHRC, donc faire écho à votre commentaire. Et deuxièmement, moi j'insisterai plus en amont, au-delà de l'interdisciplinarité, sur le profil atypique. Et j'encourage les jeunes à avoir une ouverture d'esprit au-delà de leur étude de médecine. Et moi, je recherche des profils atypiques. Et je m'inspire des chefs d'entreprise. Moi, j'ai la chance d'être membre de jury pour les écoles prépa HEC et j'ai pris beaucoup d'idées dans les recrutements annexes. Donc, le profil atypique me paraît très important également. Encouragé. J'ai simplement dit tout à l'heure que la France est un pays formidable. Je n'ai pas dit Paris. Non, mais c'est la France. Non, mais absolument. Mais je confirme que la France est un pays formidable et qu'on innove particulièrement. Alors, je ne connais pas la province, la France au sens large, mais à Paris, c'est vrai qu'on a beaucoup de moyens aussi. Et la France aussi. Moi, je suis Claude Namur. Je viens de Nantes et je rebondis sur ce qui vient d'être dit parce que Eric, tu m'as un petit peu choqué là dans ce que tu as dit, mais tout le monde a le droit de s'exprimer, je pense. Je pense qu'on gagne justement à élargir le périmètre des connaissances, des recherches, etc. Et pour rebondir sur ce que vous avez dit, mon domaine, c'est l'incontinence fécale. Donc on est très loin du cœur. Et il n'empêche que je me suis beaucoup inspiré de ce qu'ont fait les urologues. J'ai appris beaucoup des gynécologues, j'ai appris beaucoup des chirurgiens digestifs. Le gastric bending nous a inspiré pour faire des prothèses périanales. Et pour les jeunes, puisque c'est une session qui leur est dédiée, je pense que, comme l'a dit Madame, il faut vraiment avoir l'esprit extrêmement ouvert et ne pas hésiter parce que nous, on n'est pas passé par de la recherche très très pointue, on s'est beaucoup aidé des industriels et des idées des industriels, notamment, vous avez peut-être vu ce sphincter magnétique qu'on met autour de l'anus pour renforcer l'appareil sphinctérien et redonner un confort à ses patients. Et ce sont des choses, comme vous l'avez dit, ça vient d'un petit peu nulle part, mais si on n'y prête pas attention, et c'est pour ça que je crois que ce qu'il y a d'important, c'est le mapping de ce qui se passe. Et ne jamais dire qu'une idée n'est pas bonne avant qu'on l'ait testée. Et dans mon domaine, ça a été, et Richard peut témoigner, puisqu'on a travaillé ensemble sur ces thématiques. Voilà, c'est ma petite contribution. Merci. Bon, on a le temps pour encore une ou deux questions. Juste une question. Alors déjà, je vais présenter mes excuses à tous les provinciaux qui sont dans la salle, je ne vais laisser personne. C'est vrai que non, je peux être un peu caricatural des fois, donc je vous présente mes excuses platement. Non, la question à M. Ménager, c'est dans quelle situation ou quel pourcentage de cas vous avez été confronté à des problèmes qui n'étaient pas des problèmes industriels, mais des problèmes plutôt éthiques, des problèmes où il fallait faire tellement changer les consciences, par exemple cellules souches, l'utilisation d'organes, voilà, que c'était bloquant. Parce qu'on arrive parfois dans ces limites-là, c'est-à-dire que tout le monde est en train de réfléchir à mettre des organes sur des machines. Moi, je réfléchis à récupérer des organes pour les mettre sur des machines de patients qui sont malades et on récupérerait l'organe malade pour faire des choses sur des machines. Mais là, on se pose des problèmes éthiques.
Est-ce que vous avez été confronté à ces problèmes-là et comment vous les avez contournés? Ou pas contournés d'ailleurs? Pour dire la vérité, non, on n'a pas tant été confronté à ces problèmes éthiques, même si on a travaillé sur les cellules souches embryonnaires, parce que, comme vous le savez peut-être, la France avait une législation alors unique au monde, c'est l'exception française, puisque la loi, à l'époque, interdisait la recherche sur l'embryon et sur les cellules souches embryonnaires, ça c'était préambule, et que l'article 1 l'autorisait par dérogation. Bon, naturellement, tout le monde a eu une dérogation. Donc, ensuite, la loi a été transformée par le gouvernement Ayrault et elle est devenue une loi d'autorisation encadrée, ce qui était quand même plus clair en termes de visibilité. Mais donc, finalement, dès le départ, on était dans les clous sur le plan réglementaire et sur le plan éthique, à partir du moment où il s'agit d'embryons surnuméraires conçus dans le cadre de procréation médicalement assistée, il n'y a pas tellement de problème éthique parce qu'à ce moment-là, il fallait mettre, et ce qu'on a fait d'ailleurs les politiques face à leur hypocrisie, c'est-à-dire de dire si vous interdisez ce type de recherche, alors il faut interdire la PMA. Bon, ce qui sur le plan électoral quand même pose un certain nombre de problèmes. Donc là, non, on n'a pas véritablement eu de frein éthique parce que d'une part la législation était là et que d'autre part il ne s'agissait pas de créer des embryons. Ça aurait été un problème. Créer des embryons pour la recherche, c'est simplement d'utiliser entre guillemets des embryons surnuméraires dont les parents ne voulaient plus et dont les parents acceptaient qu'ils puissent être utilisés à des fins de recherche scientifique et médicale. Mais je conçois que pour... il y a par exemple des problèmes éthiques alors qui surviennent aujourd'hui de plus en plus, c'est, alors qu'ils ne se posaient pas tellement, c'est est-ce qu'on peut greffer des cellules humaines à un animal? Ouais. Il y a aussi toute la discussion éthique au cours de la primatologie. C'est la raison pour laquelle, si je peux me permettre, compte tenu de l'évolution de la réglementation, notamment européenne, vous avez vraiment intérêt à pousser au maximum tout ce qui est modélisation in silico avant de passer à l'animal. Parce que nous, en France, on est encore relativement protégés, mais ça devient quand même de plus en plus compliqué. Et les contraintes des 3R, vous savez, réduire, animaux, raffiner, etc., ce sont des contraintes qui s'imposent de plus en plus. Donc, vous aviez tout à l'heure fait allusion aux mathématiciens et à tout ce qui est modélisation, c'est de plus en plus important pour vraiment essayer de restreindre et arriver jusqu'en bout de projet à l'expérimentation animale. Parce que là, les lobbies sont assez puissants. On va peut-être interrompre cette discussion, on pourrait prolonger toute la journée, je regrette qu'on n'ait pas prévu 4 heures. Et merci beaucoup Philippe, c'était vraiment...